espace qui reste. Enlever la vidéo. Attendez. Ah, ok. Et en fait, on a besoin d'espace. Donc je dois enlever ça. Voilà. Voilà, d'accord. Petit instant. Ça aussi, ça va devoir partir. Ah voilà, donc on va recommencer. Voilà. Je vais aller à l'essentiel. Voilà, tout à fait. Ouais, donc la question était de savoir que pensez-vous du deal au fait que Félix avait concocté en 2018 et ce qu'il a encore fait en 2023 dernier. On ne pactise jamais avec l'ennemi et je pense que le signal était présent lorsqu'on a vu Félix Tshisekedi faire le tour de tous les présidents de partis politiques belges pour vendre en fait sa présidence et sa candidature. À partir du moment où on n'est plus qu'un pion et un objet entre les mains, un pantin entre les mains des dirigeants occidentaux. Rien n'a changé aujourd'hui à ce niveau-là. Quand on voit que le Congo doit encore aujourd'hui essayer de trouver vendre ses richesses aux États-Unis, par exemple, pour espérer rétablir la paix à l'Est, c'est inadmissible. La population du Congo, c'est 115 millions minimum d'habitants. Le Rwanda, c'est 13 millions. Est-ce compliqué d'avoir une armée, de faire respecter son territoire et de combattre l'ennemi? On n'a pas besoin de brader pour avoir une pseudo-défense ses richesses naturelles pour simplement protéger sa population. Le Congo doit être suffisamment grand et fort pour se protéger lui-même. Et pour ça, il faut avoir un chef d'État qui soit fort et puissant et non pas quelqu'un qui soit à la botte des États européens. Ok, ok. Vous prenez la démocratie participative à la place de la démocratie représentative. Qu'est-ce que vous reprochez toujours aux partis politiques traditionnels qui mentent et continuent de mentir et de trahir les aspirations du peuple belge? C'est ça, je les accuse de nous mentir, de nous trahir, de nous mener droit dans le mur en fait. Le système dans lequel nous vivons est un système qui a fait son temps. Nous ne sommes plus aujourd'hui en 2025 dans une situation où nous avons besoin d'être représentés par soi-disant des personnes qui savent. Non, le peuple est suffisamment grand que pour prendre le pays en main et se débarrasser de tous les menteurs, de tous les manipulateurs. C'est ce que je propose avec Révolution. Donner le pouvoir au peuple. Supprimer les partis politiques, supprimer les assemblées parlementaires et permettre à chaque citoyen de pouvoir proposer, voter des lois, désigner le gouvernement, mais aussi éjecter les ministres s'ils ne correspondent pas à nos attentes. C'est ça la modernité politique et c'est exactement cette modernité que je porte avec Révolution. Ok, vous reprochez à vos dirigeants de l'époque d'être responsables de l'ingérence légendaire dans les affaires intérieures du Congo-Kinshasa. Curieusement, aujourd'hui, face aux agressions répétitives et continues contre les Congolais, vos dirigeants actuels s'émuent et ne disent rien. Non. Qu'est-ce qui explique ce silence complice coupable? Les intérêts financiers. Tout le monde a intérêt, malheureusement, à piller le Congo et à utiliser ses ressources pour s'en mettre plein les poches. On pense à un ancien ministre des Affaires étrangères belge qui est fan du loto et de la loterie. Cet argent vient bien de quelque part. Lorsque j'étais député, je lui avais demandé ce qu'il avait ramené dans ses valises en retour d'une visite d'État à Kinshasa. Je pense qu'on le sait aujourd'hui. Je pense que c'est quand même assez évident. Je ne citerai pas le nom pour ne pas être poursuivi. Voilà. Mais je pense que les choses sont claires. À partir du moment où le Congo est une banque à ciel ouvert, où on vient se servir pour améliorer les conditions financières de nos dirigeants ici en Europe, ça ne peut jamais aller mieux. Mais pour ça, il faut un homme à la tête du pays qui dit stop. Le pays aujourd'hui, c'est le Congo congolais.
Nous n'avons plus besoin des Occidentaux. Étienne Tshisekedi était quelqu'un de têtu, quelqu'un de fier. Il voulait vraiment se battre pour donner, pour que le peuple soit respecté. Que dit-on de Félix? Il est plus conciliant. Ça explique pourquoi il est au pouvoir, tout simplement. Il est plus conciliant, mais ça se fait sur le dos des Congolais, comme toujours, malheureusement. Ok, d'accord. Vous avez donné des très bonnes propositions concernant le génocide congolais dans votre livre. Où est-ce qu'on en est avec la reconnaissance effective de ce génocide oublié et qui voyez-vous comme les principaux instigateurs, responsables et commanditaires de ce génocide-là? Toujours se poser comme dans la justice, à qui profite le crime. Voilà. Qui profite le crime, les choses sont très très claires. Hein. Vous savez, on est dans une situation où le peuple subit toujours les exactions, tout simplement, mais pour permettre à une petite minorité de mettre la main sur ses richesses naturelles. Le Congo, il est victime de sa richesse, malheureusement, mais il est aussi victime de sa politique et des hommes qui sont à sa tête. C'est inéluctable. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Faire ce que je propose également en Belgique. Alors, c'est vrai qu'en Afrique, ça va prendre certainement encore plus de temps pour se mettre en place, pour les problèmes techniques ou autres, mais nous devons prendre notre avenir en main et il faut que la population décide de son avenir. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est ne plus attendre un messie, ne plus attendre un sauveur, parce que le sauveur est toujours à un moment donné corrompu, ou il agit pour les défendre les intérêts d'autres personnes, des intérêts cachés. Donc c'est que le peuple doit prendre confiance en lui-même et se dire on peut faire ça mieux qu'eux, on peut faire ça à leur place. Oh, très bien. Continuez-vous de soutenir pleinement l'opposition congolaise à rétablir la vérité des urnes afin de restaurer la légitimité du pouvoir du Congo-Kinshasa, étant donné que lors des dernières élections présidentielles du 20 décembre 2023, c'était M. Martin Fayulu Madidi qui avait gagné réellement les élections, mais n'était pas proclamé président élu? Moi, je défends toujours ceux qui défendent la population, qui défendent le peuple. Donc, malheureusement, le système électoral, supervisé par la Belgique, où les fraudes électorales sont déjà très massives, pour moi, ne peut jamais aboutir à une solution. Vous savez très bien le bulletin que vous déposez dans l'urne, mais vous ne savez pas quel sera le bulletin qui sera dépouillé. Et à partir de là, ça laisse la possibilité, surtout dans un pays aussi vaste que la RDC, à toutes les manipulations, à toutes les manœuvres, et c'est ce à quoi on assiste toujours. J'attends que quelqu'un décide de prendre vraiment la défense du peuple congolais et dénonce tout ce que ce peuple subit depuis des décennies maintenant. Par rapport à l'actualité géopolitique mondiale, les États-Unis proposent des accords miniers dans deux conflits actuels, à savoir en Ukraine et au Congo-Kinshasa. Doit-on conclure que ceci devient la nouvelle norme de la politique étrangère américaine ou de la gouvernance américaine contre la sécurité de ces deux pays ainsi que de leurs peuples autochtones? Ce n'est pas une nouvelle méthode, hein, c'est la méthode traditionnelle des États-Unis. Les États-Unis ont déjà fait ça en 40-45 en Europe, où on nous a colonisés sous prétexte de nous venir en aide et de nous sauver d'un nazisme qu'ils ont eux-mêmes financé. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est essayer d'obtenir des richesses à rabais en promettant une protection, mais que le Congo n'a pas besoin. La population congolaise est suffisamment importante pour ne pas avoir besoin de forces armées étrangères sur son territoire pour faire régner l'ordre. Tout ce qu'il faut, c'est un président fort qui puisse former une armée, qui défende le pays et qui puisse chasser les intrus et ceux qui n'ont strictement rien à faire là. Après, les liens entre les États-Unis et le Rwanda sont quand même importants, je me méfierais. Que pensez-vous de la signature d'un accord de principe sur les minerais du Congo-Kinshasa par les États-Unis en vue d'une paix illusoire, on peut dire, dans la région des Grands Lacs? Ce sera toujours la même chose, malheureusement. Je ne crois pas du tout en une paix qui soit conditionnée au pillage des ressources naturelles, parce que la violence, elle continuera de toute façon de cette manière-là. Hein, la seule solution, c'est d'avoir
une population qui puisse sortir de la pauvreté, qui puisse améliorer ses conditions, améliorer son espérance de vie, mettre fin au viol qui se propage à longueur de temps dans cette région, où il y a un véritable génocide. C'est un remplacement ethnique qui est souhaité. C'est une volonté tout simplement du Rwanda de s'agrandir. Et pour cela, il faut y mettre un terme par la force et imposer le respect des frontières de la RDC. Dans la bande de Gaza, le président actuel des États-Unis, M. Donald Trump, propose d'expulser les Palestiniens de leur terre ancestrale en vue de les délocaliser vers la Jordanie ou l'Égypte. Quelles sont vos impressions à ce propos? C'est inimaginable, c'est à vomir. C'est tout simplement digne d'une époque révolue, digne d'un régime que l'on ne cesse de stigmatiser et de mettre en valeur depuis des années en disant que c'est le mal absolu. Qui déplace des populations? Qui, dans l'histoire, a déplacé des populations? Qui a bombardé des innocents? Qui a tué des innocents? Ce ne sont que les pires puissances que l'humanité ait connues. Alors, déplacer des populations, les affamer comme c'est le cas actuellement pour les forcer à partir, c'est inhumain. Et l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir avoir accès aux ressources naturelles, une fois de plus, parce que tout se tient, qui se trouve sur la côte de Gaza. Il y a d'énormes gisements de pétrole là-bas, et Israël veut absolument mettre la main sur cette richesse pétrolière. Et donc, pour ça, tout est bon. Assoiffer des gens, affamer des enfants, bombarder des hôpitaux sous prétexte de lutter contre le terrorisme, c'est scandaleux, c'est inhumain. Ah, d'accord. De faire dans la bande de Gaza. Peut-on qualifier tous ces faits qui s'y déroulent de génocide contre le peuple palestinien à l'heure actuelle? Ça fait longtemps que le génocide est mis en place. Nouvelle colonie, c'est tout à fait scandaleux ce qui se passe aujourd'hui, surtout qu'Israël n'est jamais sanctionné d'un point de vue économique ou autre par les organisations internationales. Israël peut tout se permettre, et aujourd'hui on a légalisé le génocide des Palestiniens, tout simplement parce que le sionisme est très puissant et veut absolument créer un Israël qui va du comme je l'ai dénoncé au Parlement il y a déjà 15 ans, la création du Grand Israël, on est en plein dedans. Ok. Quelles sont vos propositions de résolution des défis palestiniens en cours de sa Malheureusement, je crains qu'aujourd'hui, ce soit trop tard. Il ne faut pas se baisser d'illusions ou donner de faux espoirs à la population. Il y a des dizaines d'années que nous aurions dû nous mobiliser pour sauver le peuple de Palestine. Aujourd'hui, je pense que c'est totalement illusoire. Que reste-t-il? Des ruines, des enfants squelettiques. C'est dramatique de voir ce qui se passe sous nos yeux. Nous ne faisons rien, évidemment, pour sauver cette population. Au contraire, certains politiciens en Belgique surfent sur la vague et se réjouissent même de ce qui se passe là-bas. Il aurait été tout à fait possible de créer un bien vivre ensemble dans un État de Palestine qui aurait été constitué de manière fédérale, à l'image de la Belgique, avec une communauté juive et une communauté palestinienne, qui auraient pu cohabiter. Mais personne n'a jamais voulu parler de cette création. Au contraire, on nous a toujours parlé de la création de deux États. Ridicule, à partir du moment où on sait qu'un État s'est développé en se basant sur le développement de colonies, donc en volant des terres, des maisons qui ne lui appartiennent pas. Comment voulez-vous créer une paix durable dans de telles conditions? Non, les deux États n'existent pas. La Palestine, c'est quoi aujourd'hui?
quelques ruines et un désert. C'est ça la Palestine. Comment peut-on accepter une chose pareille? Donc la création de deux États indépendants, pour moi, est totalement illusoire. Ce vers quoi nous allons, c'est un État israélien qui occupera l'ensemble du territoire. Et c'est pas étonnant que les États-Unis soutiennent Israël. Ils ont fait la même chose avec les Indiens d'Amérique. On les a d'abord mis dans des réserves, et puis on a combattu leur culture, et on a tout fait pour que leur communauté devienne exempte et qu'elle ne puisse plus continuer à vivre. Ben, c'est exactement la même chose qu'on fait ici à Gaza. On empêche les Gazaouis de manger, de boire, de se soigner. On détruit tous les hôpitaux. Les médecins n'ont plus rien là-bas pour venir en aide à la population. Et forcément, c'est comme ça qu'on va anéantir cette population. Et puis, ils auront, comme ils le disent, lutter contre le terrorisme et nettoyer ce terrorisme qu'ils ont financé eux-mêmes pour finalement prendre possession de l'ensemble du territoire. Camarade Laurent, je vous remercie beaucoup.